Bonjour à tous, me revoilà donc avec ma deuxième vidéo. Et avant de commencer, je souhaitais tout d'abord remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont venues voir la première vidéo. Franchement, un très très bon accueil, ça me touche. Et je voulais remercier également toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, toujours très constructifs, bienveillants, chaleureux. Ça m'a motivée encore plus à sortir rapidement cette deuxième vidéo. Et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à mes quelques 24 abonnés. Bienvenue à vous et continuez à vous abonner pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Sans transition, je vais donc commencer par vous livrer mes impressions générales concernant l'épisode 2, la saison 1, qui s'intitule « Le château de Léor ». Alors, tout comme dans le premier épisode, on remarque la beauté des paysages écossais. Franchement, moi, je m'en lasse pas. Encore de superbes images en extérieur. Également des belles images d'intérieur, mais je vais y revenir. Donc l'extérieur, on remarque les belles couleurs de l'automne, comme je le disais dans la première vidéo. Les scénaristes ont tourné cette première saison en Écosse en automne. Donc ils ont fait le choix de déplacer l'intrigue en automne plutôt qu'à la fin du printemps, comme c'est dans le roman. Donc on voit les belles couleurs, rouge, jaune. On voit également Claire qui cueille des champignons à un moment donné. On peut observer la boue dans la cour du château. Et puis si vous avez l'œil et que vous regardez une nouvelle fois cet épisode, vous verrez sur la scène du pique-nique entre Claire et Jamie que la pluie tombe raide derrière eux alors que eux sont sous les tables bien protégés. Au niveau des décors, franchement, regardez à nouveau la décoration du bureau de Colum avec toutes les tapisseries qui sont au mur. Ne ratez pas aussi la cuisine de Madame Fitz. Franchement, j'aurais adoré avoir une cuisine comme ça. On les voit tous là qui s'affairent à cuisiner. Alors autre chose par rapport au décor, c'est la lumière. La belle lumière, qu'elle soit naturelle, ou en tout cas la lumière extérieure, pour toutes les scènes qui sont filmées dehors. J'adore notamment la scène où Claire et Gaylis se rencontrent. Là, il y a des plans vraiment magnifiques. Et puis, alors j'en parlais aussi dans ma première vidéo, il y a ce plan qui démarre l'épisode. Et ici, le plan, c'est des bougies. Et en réalité, en fait, des bougies, c'est ce qu'on retrouve absolument partout, dans chaque scène qui est tournée en intérieur. Alors évidemment, au XVIIIe siècle, il n'avait pas d'électricité, donc le seul moyen de s'éclairer, c'est la bougie. Et les scénaristes ont fait un travail superbe, car vraiment, on a l'impression que les scènes ont été tournées uniquement à la lumière de la bougie, qu'il n'y a pas de lumière superficielle qui intervient dans les décors. C'est vraiment très, très chouette. Autre chose qu'on peut relever de manière générale, c'est qu'enfin on peut admirer et voir les costumes. Si vous vous souvenez au premier épisode, il y a une grande partie qui se passe au XXe siècle et la partie qui se passe au XVIIIe est assez restreinte, une vingtaine de minutes je crois, et essentiellement dans la pénombre, dans la nuit. On voit pas grand-chose. Là, on aperçoit, on peut observer le joli rouge des tuniques rouges. Alors c'est assez court, mais quand même. Et enfin, on suit Claire avec ses robes et on peut compter les jours qui passent puisque j'ai l'impression qu'elle se change chaque jour. Donc j'ai parlé décors, costumes, et j'ai envie de parler un tout petit peu de la musique. L'essentiel de la musique, c'est donc une musique classique avec des cornemuses, des vents, voilà. Mais le petit détail que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est une petite incursion d'une musique des années 40. C'est la musique de Run, Rabbit Run. Disons que ça nous fait bien ressentir que Claire vient d'une autre époque. C'est une petite musique qui trotte dans sa tête. J'ai trouvé que le clin d'œil était super sympa à ce moment-là de l'épisode.
Alors, autre chose qu'on peut relever de manière générale, c'est qu'on nous présente dans cet épisode plein de personnages qui ont de l'importance soit là tout de suite dans l'épisode ou qui en auront dans le futur. Et donc, j'aimerais commencer par Mrs. Fitz. Franchement, la première fois que j'ai vu la série, j'ai pensé, elle m'a fait penser à Madame Patmore dans la série Downton Abbey, pour ceux et celles qui connaissent. Voilà, une bonne femme très sympathique qui dirige d'une main de fer tout son petit monde au château. Franchement, c'est vraiment le petit clin d'œil humour et en même temps tendresse, je trouve, dans l'épisode. Autre personnage que l'on découvre, c'est Gaylis. Donc, on voit qu'elle interpelle Claire et que déjà sur la fin de l'épisode, au moment de l'assemblée, qu'il y a une amitié qui est en train de naître entre ces deux femmes-là. On aura l'occasion de la découvrir un peu plus dans le détail dans les prochains épisodes. Un autre personnage qui est un peu survolé, mais quand même, qui nous est présenté, je pense, à bon escient, c'est Murtock. Donc on le voit dans la scène de l'Assemblée, il est présent aux côtés de Jamie. On sent qu'ils se parlent, on ne sait pas trop bien ce qu'ils se disent. On sent que Murtock essaye de convaincre Jamie. Il est là pour le soutenir à la fin. On ne sait pas très bien quelle est la nature de leur relation à ces deux-là, mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a un lien assez fort. Autre personnage que l'on découvre, c'est Lyrie. Alors, Lyrie, dans le bouquin, l'orthographe est très bizarre, donc je fais confiance aux doublures. Et d'ailleurs, pour l'avoir vu en VO, c'est aussi comme ça qu'on le prononce. Donc, Lyrie, cette jeune femme qui apparaît là très apeurée, en même temps avec un regard parfois un peu défiant. Moi, elle me fait vraiment l'effet d'une sale gosse. Voilà, bon, là aussi, c'est une découverte. Il n'est pas vraiment posé, ce personnage-là, mais on la voit apparaître. Et enfin, les deux derniers personnages que j'aimerais relever, qu'on nous présente de manière assez sommaire, et vous entendez le sourire dans ma voix, c'est Rupert et Angus. Alors Angus un peu moins dans cet épisode-là, mais ou en tout cas on le découvre à travers les mots de Rupert lorsqu'il en parle à Claire. Ces deux personnages-là, au moment où on visionne pour la première fois la série, on s'y perd un peu, on ne se rend pas compte qu'ils pourront avoir une importance, mais franchement, quel plaisir de les voir et de les identifier déjà à ce moment-là de la série. Et enfin, ce qu'on peut remarquer, c'est que Claire a un objectif très précis. Voilà, c'est partir de ce château, retourner aux pierres, retourner à Craignadoon. C'est beaucoup moins perceptible lorsqu'on lit le roman. On a l'impression que Claire tombe plus vite dans une certaine routine. D'ailleurs, c'est un ajout scénaristique, cette promesse que Colum fait à Claire de pouvoir repartir avec un marchand qui passera par là dans 5 jours. Ça donne vraiment du piment au scénario, ça crée une attente, un suspense. Et d'ailleurs, lors de mon premier visionnage, j'ai vraiment cru qu'elle allait quitter le château. Le cliffhanger de la fin, franchement, voilà, bien joué. Je trouve que ça, c'est un ajout qui porte vraiment du sens et qui est fait à bon escient. Passons maintenant à mon top et à mon flop. Donc là, ça a été quand même compliqué de choisir la scène que j'ai préférée dans cet épisode, tant il y a de passages que j'ai adorés. Mais j'ai choisi de retenir la scène de l'habillage de Claire par Madame Fitz, qui est un moment super drôle, vraiment plein d'humour. Ça commence avec le réveil de Claire qui est coiffée comme un as de pique. Le moment où elle est assise, elle sirote sa soupe comme une petite fille et que Madame Fitz lui arrache son bol des mains. Enfin, vraiment super sympa. Et puis toute cette scène où elle se fait habiller, où on prend conscience des différentes couches qu'il faut enfiler pour être correctement vêtue au XVIIIe siècle.
Ce passage aussi où elle se fait serrer le corset. Alors je sais pas vous, mais moi ça m'a fait me souvenir d'une scène un peu similaire dans Titanic où Rose se fait serrer le corset par sa mère. Alors ça n'a pas du tout la même valeur sociologique, mais malgré tout, moi ça m'a fait un petit clin d'œil à cette scène-là. Et pour la petite anecdote, j'ai entendu une interview de réalisateur qui expliquait que cette scène a été tournée en temps réel. Donc ça a duré une 30aine de minutes. Et bien sûr, pour l'épisode, ils ont fait un montage des morceaux choisis. C'est d'ailleurs super bien monté, bien enchaîné. Mais pour se rendre compte que vraiment, les costumiers ont fait un travail de fou. Et alors, concernant mon flop, le moment que j'ai le moins apprécié dans cet épisode, c'est un des flashbacks qu'a Claire lorsqu'elle fait face à Colum et qu'elle doit lui répondre, qu'elle doit répondre à ses questions sous forme d'interrogatoire. Ce flashback où elle se souvient que comment Franck lui expliquait comment bien faire pour bien mentir. Je trouve que c'est pas utile, c'est un peu convenu et ça tombe là un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Ça, c'était mon flop. Et donc, nous voici dans la partie où je réalise un focus, un zoom sur différents thèmes qui ont émaillé l'épisode et que j'ai souhaité relever. Et le premier, c'est que au début de l'épisode, nous observons les scènes à travers le regard de Claire. Donc on peut voir dans la cour du château des chevaux, donc avec la vérification des fers. Ça parle gaélique. On voit des personnes qui fabriquent des paniers. On voit des personnes aussi qui se réchauffent autour d'un feu. La plupart des hommes ont une arme à la ceinture. Et on entend des bruits de forge. Donc tout ça semble faire prendre conscience à Claire de l'époque où elle se trouve au XVIIIe siècle. Autre thème que je souhaitais évoquer, c'est l'utilisation du gaélique. Si vous le remarquez, toute la scène de l'Assemblée est absolument exclusivement tournée et parlée en gaélique. Donc il n'y a même pas de sous-titres, ni dans la version originale, ni dans la version française. Et je trouve que ça, c'est un choix très, très malin et très astucieux, car ça nous fait nous mettre à la place de Claire, qui est au milieu de tous ces gens qu'elle ne connaît pas et dont elle ne comprend pas la langue. Alors heureusement, elle profite de la traduction de Gaylis, nous aussi d'ailleurs. Mais vous remarquerez qu'il y a certains passages où on n'a pas forcément besoin que ce soit traduit. On comprend ce qui se passe, on voit le ton employé, notamment Jamie lorsqu'il porte ses arguments pour prendre la place de Lyrie. On comprend rien, c'est pas traduit, mais dans l'intention, voilà, on sait très bien ce qui se passe, on le sent. Et puis il n'y a qu'à voir aussi les réactions des gens autour pour avoir une perception de ce qui se passe. Donc très bon choix et moi j'apprécie vraiment là ce passage en gaélique. Autre zoom, cette fois-ci sur les flashbacks. Ils sont nombreux dans cet épisode et ça fait assez bien le lien avec le roman où il y a de nombreux passages où Claire se fait raconter des choses qui ont eu lieu dans le passé par différents personnages, que ce soit Franck ou Jamie, là, pour cet épisode-là. Les utilisations des flashbacks viennent... imagés viennent rajouter un peu à l'intrigue dramatique. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand Jamie parle de sa flagellation, on ne la voit pas à l'écran. Alors, je ne sais pas si c'est un choix délibéré à ce moment-là du réalisateur. On verra par la suite. Autre flashback dont je voulais parler et qui peut proposer une double lecture, c'est cette scène où on entend la voix off de Claire qui parle de Franck et qui se demande ce qu'il fait à leur époque. Donc on voit Franck et le révérend Wakefield qui cherchent Claire au XXe siècle. Et là, moi j'ai trouvé qu'il y a deux lectures possibles et j'avoue que je ne sais pas trop bien vers laquelle choisir. Alors soit c'est Claire qui pense que Franck la cherche, etc. Donc c'est peut-être un film qu'elle se tourne elle. Ou alors, cette scène qui nous est donnée à voir a réellement lieu. Là, je ne sais pas.
À vous de trancher, donnez-moi vos avis sur cette scène, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Autre thème, il s'agit de la relation entre Dougal et Colum. Donc on apprend que ce sont deux frères et que accessoirement ce sont également les oncles de Jamie, dont la mère était une sœur de Dougal et Colum. Ce que l'on peut d'emblée observer, c'est qu'il y a une certaine rivalité entre ces deux frères. On a affaire à deux chefs. Et au début, on a même tendance à penser que Dougal est un chef beaucoup plus affirmé. Alors c'est sans doute lié à l'infirmité de Colum, qu'il nous le fait apparaître fragile. Néanmoins, même si on peut capter quelques regards assez doux, bienveillants, voire même sympathiques, il y a aussi des scènes où son regard est dur, froid avec beaucoup d'intelligence. Et au milieu de tout ça, donc il y a Claire qui est également en relation avec ces deux personnages. Au départ, elle fait face à un Colum qui est assez avenant, souriant, et puis qui devient méfiant. Lorsqu'elle commence à discuter avec lui dans le bureau, au départ, Claire n'est pas du tout soumise. Elle négocie son retour à Inverness. Elle l'affronte quasiment d'égal à égal. C'est là où on sent aussi que c'est une femme du XXe siècle, avec des idées très affirmées, une femme qui sait ce qu'elle veut. D'ailleurs, au départ, Claire lui fait confiance et elle le croit lorsqu'il lui dit qu'elle pourra retourner à Inverness avec un marchand. Elle le dit à tout le monde, elle dit à tout le monde qu'elle part, donc vraiment on peut sincèrement penser qu'elle est en totale confiance. Lors de la scène de l'interrogatoire à table, c'est à mourir de rire aussi parce que clairement, et ça se voit comme le nez au milieu de la figure, on sent bien que Colum et Dougal ne sont pas dupes et qu'ils le savent également. Concernant la relation entre Claire et Dougal, on sent que Claire a un peu plus de crainte, elle le craint plus, mais néanmoins elle lui tient tête quand même. Alors est-ce que ça tient au fait qu'elle sait qu'elle part et puis que du coup elle le nargue un peu? Je ne sais pas. On sent aussi que Claire a voulu jouer de la rivalité entre ses deux frères et elle tente de les opposer. Je fais des parallèles entre des discussions qu'elle a d'une part avec Colum et Dougal sur le sujet... sur le fait qu'ils pensent tous les deux que c'est une espionne. Néanmoins, sa tentative de les opposer n'a pas fonctionné du tout. Et là, c'est dans la dernière scène de cet épisode où elle se retrouve seule donc dans l'infirmerie. Et lorsqu'elle remonte l'escalier et qu'elle regarde tout en haut, elle voit les deux frères côte à côte. Donc en réalité, les frères sont peut-être rivaux par certains aspects, et ils restent néanmoins deux frères unis pour diriger le château. Et puis donc dans cette dernière scène, on remarque la déception de Claire sur son visage parce que elle se sent trahie. Elle avait fait confiance à Colum et là, c'est tombé à l'eau. Dernière chose dont j'ai oublié de vous parler dans la relation entre Dougal et Colum, c'est Hamish. Hamish qui nous est présenté comme étant le fils de Colum. Mais Claire a observé Dougal et Hamish dans la cour, vous savez, quand elle est tout en haut sur les remparts, et ça lui a fait croire qu'Hamish est en fait le fils de Dougal. Et lorsqu'elle en parle au moment du dîner, on sent qu'il y a un certain malaise qui se crée, et donc on sent que cette histoire de filiation n'est pas très très claire. Mon dernier focus va porter bien sûr sur la relation entre Claire et Jamie, et j'ai choisi de l'appeler le plan drague. Et vous allez voir pourquoi. Donc je vais reprendre un peu dans la chronologie des instants qui nous sont détaillés entre Claire et Jamie dans cet épisode. Donc la première scène, c'est celle dans la cour. Donc là, je vais passer rapidement. Mais c'est grâce à Jamie que Claire, enfin en tout cas que Madame Fitz prend en charge assez gentiment Claire pour l'habiller, la nourrir, etc. Et ensuite, on arrive rapidement à la scène où Claire soigne... où change les bandages d'épaule de Jamie. Et ce qu'on peut apprécier et observer, c'est le silence au moment où Claire découvre les cicatrices dans le dos de Jamie.
Et cette façon que Claire a de toucher son dos, de parcourir les cicatrices, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait médical. Puis interviennent les confidences, les flashbacks de Jamie qui lui racontent les scènes qui se sont passées quelques années plus tôt avec Randall. Et ce qu'on peut voir à ce moment-là, c'est que Jamie parvient à faire de l'humour, même dans des moments très graves. Et j'ai choisi de vous faire écouter 2 petites interventions de Jamie assez humoristiques. En tout cas, moi, ça m'a bien fait sourire. Pourquoi aviez-vous dû vous échapper ? Il m'avait fait prisonnier. Ça a dû être une épreuve terrible. Oh ouais. La compagnie des poulets n'est guère plaisante. Ensuite, je me demande si, justement, Jamie n'est pas en train de monter progressivement son plan drague. En tout cas, un homme s'y prendrait sans doute pas autrement. On peut remarquer qu'il joue le bon copain, qu'il essaye de consoler Claire, mais en même temps, il cherche de l'information. Lorsqu'il lui dit que son mari a beaucoup de chance, c'est une façon d'être sympathique, gentil, gentleman, et en même temps d'aller sonder un peu la relation de Claire et Frank. Et puis donc ce moment où il la console, où il la prend dans ses bras, donc ça c'est très touchant, très émouvant. Et puis sur la fin de cette séquence, on sent qu'ils sont à 2 doigts de s'embrasser. Le regard de Jamie sur la bouche de Claire, ils sont très proches à ce moment-là. Et puis Claire s'écarte. Alors évidemment dans cette scène on sent nettement l'attirance sexuelle entre les deux, mais je suis quand même heureuse qu'ils ne se soient pas embrassés à ce moment-là. On ne sait pas trop bien combien de temps ça va tenir, néanmoins on sent que il y a un truc. Ensuite, la scène suivante entre ces 2 personnages, c'est la scène du pique-nique, très champêtre, très bucolique. Et cette fois-ci, c'est Claire qui est à l'initiative du contact, puisque c'est elle qui apporte son pique-nique à Jamie, sous prétexte de le soigner, de changer ses bandages. D'ailleurs, si vous remarquez, elle ne le fera même pas. Donc c'était vraiment un prétexte. On sent qu'il y a de l'alchimie entre eux. Elle prend plaisir à discuter avec lui. Sans doute qu'elle le considère comme son seul ami dans cette époque. Mais c'est une nouvelle occasion pour Jamie de mettre en œuvre la suite de son plan drague. Donc quand il lui raconte avoir mangé de l'herbe pour survivre lorsqu'il était fugitif, c'est drôle, c'est vraiment c'est sensible. Il se fait apparaître comme l'homme parfait. Comme pour l'impressionner, il en rajoute des tonnes. Je crois qu'il y a beaucoup de garçons qui feraient juste pas autrement que ça. Jamie a choisi de faire confiance à Claire, on sent qu'il l'apprécie vraiment. Et puis cette scène se clôture avec un Sassenach qui, dans la bouche de Jamie, est charmant, alors qu'en réalité c'est un mot qui est plutôt péjoratif lorsqu'il est prononcé par un Écossais à l'encontre d'un Anglais. La scène suivante, c'est la scène de l'Assemblée. Ça, c'est un vrai moment de héros, où Jamie se sacrifie pour une fille. Alors, c'est pas clair, c'est Lyrie. Mais néanmoins, on peut se demander quelles sont ses motivations, puisqu'on n'entend pas. En tout cas, c'est en gaélique, on ne sait pas. Même s'il donne une raison à Claire par la suite. Finalement, moi, je me demande si, comme il a remarqué que Claire était présente à l'Assemblée, si ce n'est pas encore un moyen de faire le beau devant la belle. Et puis, lorsqu'il quitte la salle, une fois qu'il a subi son châtiment, il lance un regard à Claire. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, mais moi, je l'interprète comme « suis-moi, viens me soigner, viens avec moi ». Effectivement, Claire le suit, et c'est l'occasion de cette scène où elle lui annonce qu'elle va partir. Elle n'avait pas encore eu l'occasion de lui dire. Et là, on sent toute la déception dans le regard et dans la mimique de Jamie. Donc ils sont en train de se faire leurs adieux et ces adieux sont interrompus par l'arrivée de Lyrie et Claire s'éclipse tout à fait naturellement et avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Et là encore Jamie soupire, on peut le voir. Il n'est pas très heureux de devoir affronter Lyrie.
Dans cette dernière partie, j'évoque les différences entre le roman et la série télé. Alors évidemment, je ne suis pas du tout exhaustive. J'ai simplement souhaité relever des détails qui, moi, m'ont sauté aux yeux et m'ont semblé intéressants à relever. Je commence par la chronologie des événements, là, qui est différente entre le livre et la série. Par exemple, Claire et Gaylis se rencontrent un peu plus tard dans le roman. Alors ça ne change pas grand-chose, hein. On va dire que ça ne modifie pas du tout le scénario. Je trouve ça bien qu'on les... Enfin, que leur relation d'amitié commence à se construire là, tout de suite, dès le 2e épisode. Toujours en parlant de la chronologie des événements, Colum montre l'infirmerie à Claire beaucoup plus tôt dans le roman. D'ailleurs, c'est ce qui fait que Claire rentre dans une certaine routine. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas cette promesse d'un marchand qui va passer et qui pourra l'emmener à Inverness. Donc, voilà, là, il y a une petite différence. Alors, autre chose qui diffère, c'est la scène entre Black Jack Randall et Jamie et Jenny, hein, dans la cour de la Librock. Des différences minimes. Jamie, dans le roman, se fait battre avec le plat de la lame de l'épée. C'est d'ailleurs lui qui se fait arracher la chemise et pas Jenny. Et enfin, il manque la scène où Jamie se retrouve avec le poignard de Randall dans la bouche. Ça n'a pas été retranscrit dans la série télé. Autre différence, la scène où Claire et Jamie sont ensemble, donc pour la première fois dans l'épisode, où Claire le soigne devant le feu de cheminée. Dans le livre, au moment où elle s'effondre, elle est sur les genoux de Jamie. Et ça n'a pas été retenu par le réalisateur, et il explique que cela aurait rendu Claire trop faible aux yeux du spectateur, donc ils ont fait le choix de la laisser debout. Autre différence, c'est Hamish, donc le fils de Colum. Dans le roman, il est à table avec sa famille, et Claire se fait la remarque, c'est une remarque intérieure, donc se fait la remarque de sa ressemblance avec Dougal, mais ne l'exprime pas du tout oralement. Alors que là, dans la série, ça donne l'occasion à une belle boulette et un beau moment d'humour où on a envie de faire poum, poum, poum. Elle pense se sortir par une pirouette de l'interrogatoire qui est en train de mener Colum avec elle, et en fait, ça tombe complètement à l'eau, à mourir de rire. Alors, ce qu'on peut également remarquer, c'est que Gaylis n'étant pas encore présente dans le roman, dans la scène de l'Assemblée, c'est Madame Fitz qui sert d'interprète à Claire, donc qui lui traduit un peu les passages en gaélique. De même, dans cette même scène de l'Assemblée, ce n'est pas Rupert qui frappe Jamie dans le roman, mais c'est Angus. Donc là, je ne sais pas pourquoi les personnages ont été intervertis, il doit y avoir une raison, mais ça m'échappe un peu. Bon. Autre détail, lorsque Claire cherche à savoir exactement à quelle date elle se trouve, dans le bureau de Colum, là, dans la série télé, il y a une lettre posée tout simplement sur le bureau et elle n'a qu'à regarder pour trouver la date. Dans le roman, elle doit fouiller pour trouver une lettre portant la date de l'époque. Et enfin, dernière scène présente dans le roman et qui n'a pas été traduite à l'écran, et pourtant j'aurais adoré, parce que franchement c'est un passage assez succulent dans le roman. C'est quand Jamie est blessé à la fin, qui s'est fait battre par Rupert. Donc il a pris des coups de poing dans la figure, il a des échymoses au visage, et dans le roman, Madame Fitz, qui est avec Claire, apporte des sangsues, et donc elles sont posées sur le visage de Jamie. Franchement, allez relire ce passage, c'est super sympa. Alors je sais que les scénaristes n'ont pas pu les intégrer pour juste un problème technique, c'est qu'en fait c'était juste ingérable de faire tenir les sangsues. A priori, ça marche pas si bien que ça. Alors voilà, ainsi s'achève ma deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
J'attends vos commentaires en retour sur les réseaux sociaux, sous la vidéo. N'hésitez pas à aller visiter mon site. Il est en construction, bien sûr, et il a peu de contenu, mais abonnez-vous à la chaîne. Autant que possible, j'essaierai de publier les vidéos de manière assez régulière. Encouragez-moi. Franchement, je prends plaisir à faire ces vidéos et j'espère que vous trouvez autant de plaisir que moi à les regarder. À bientôt.